Jonathan a la double casquette d'entrepreneur et d'investisseur. Cet ancien paysagiste a découvert l'univers des crypto-monnaies et il en est tombé amoureux. Il a acheté ses 6 premiers bitcoins, tenez-vous bien, en 2016. Au programme de cet épisode, on va voir quels sont les 3 types d'investissements qu'il effectue et pourquoi. Il va nous expliquer comment investir lorsqu'on n'a que 100 euros par mois pour ça. On va voir quelle est sa stratégie 50, 40, 10 pour maximiser son ratio entre les risques et le profit. On va voir quelle est la différence entre Binance et avoir une clé Ledger, lequel choisir et qu'est-ce qu'il a choisi personnellement. On va voir quel est son conseil pour les jeunes investisseurs de moins de 30 ans. Son plan pour prendre sa retraite à 34 ans, comme l'indique le titre de cette vidéo, les 2 caractéristiques qui lui ont permis de faire x19 sur le Bitcoin, sa vision des NFT et du Web3, son point commun avec Eva Longoria, oui, et on terminera bien sûr par le portrait chinois de la semaine. Sans plus tarder, découvrons tout de suite notre invité de la semaine, Jonathan Nowak. Bonne écoute. Bonne écoute. Vous savez, la plupart des entrepreneurs qui veulent se développer sur Internet se retrouvent souvent seuls face à leurs problèmes. Dans ce podcast, on vous partage nos meilleurs conseils, anecdotes et retours d'expérience afin que vous trouviez les meilleures idées pour vous développer tout en passant un bon moment. Je suis Meryl Camus. Je suis Christopher Cerceau. Et bienvenue dans 1, 2, 3 Business. Génial, ravi d'avoir un expert crypto sur ce podcast. Alors, franchement, ça nous arrange parce que je ne suis pas moi-même un grand expert crypto. Donc, je vais me mettre sur le banc des spectateurs avec l'audience et je vais peut-être te poser des questions de débutant. Chris, tu connais peut-être un peu mieux. Mais voilà, je suis vraiment sincèrement curieux d'en savoir plus. Si vous vous intéressez à la crypto-monnaie, c'est probablement un nom qui vous dit quelque chose. Comment est-ce que tu aimes te définir, toi, Jonathan? Comme entrepreneur et investisseur, surtout investisseur crypto-monnaie ou investisseur de placement, comme j'aime bien dire, à haut risque et à haut rendement. Voilà. Ok. Parce que dans les conseils qu'on entend souvent, du style Nassim Nicolas Taleb, c'est d'investir 10% vraiment en agressif et 90% en safe. Toi, c'est cette philosophie que tu as ou c'est plutôt l'inverse? Comment tu raisonnes? Moi, j'aime bien diversifier dans des placements du passé, du présent et du futur. Donc, euh, dans les placements du passé, donc moi, j'adore l'or. Parce que pour moi, l'or, c'est un super complément aux crypto-monnaies parce que normalement, quand tout va mal, l'or prend de la valeur et les cryptos et donc les marchés financiers chutent. Et à contrario, quand tout va bien, bah, les actifs on prennent de la valeur. Donc c'est un Ça fait super contrepoids. balancier. Voilà, c'est un peu les vases communicants de toute façon les marchés. Quand tout le monde a peur, on va dans l'or ou dans les devises. Et quand tout le monde et qu'il y a une économie stable ou même croissante, bah, on va dans les actifs à risque. En fait, ça jongle de risque on à risque off. Donc risque off, c'est les placements sûrs. Risque on, c'est les placements risqués. Donc en fait, en fonction de la conjoncture, de la macroéconomie, soit on va plus se sécuriser, donc éviter de trop perdre, soit on va plus risquer, et là, plutôt les cryptos. Donc les placements du passé, c'est surtout l'or. Est-ce qu'il y en a d'autres? Non, c'est surtout ça. Ensuite, les placements du présent, là, c'est l'immobilier, les actions, voilà, rigueur, les obligations et les devises. Donc là, c'est pareil, hein, moi, j'ai pas que des euros. C'est pas la devise la plus stable au monde, même si elle est relativement stable par rapport à d'autres. Moi, j'aime bien le dollar et le franc suisse. Donc aujourd'hui, je pense dans toutes mes devises, l'euro, ça représente 5% de mes devises. Donc j'ai surtout du dollar et puis un peu de franc suisse. Et les placements du futur, donc là, c'est vraiment un gros risque, c'est un pari sur l'avenir. On ne sait pas si ça va marcher. Par contre, si ça marche, bah, ça peut changer sa vie. Moi, j'ai fait le pari dans les cryptos depuis 2016. Ça m'a bien réussi. D'ailleurs, toutes les personnes qui ont investi à ce moment-là, normalement, s'ils n'ont pas fait trop de ventes, normalement, ça a bien réussi. Et voilà. Et puis, il y a d'autres placements, bon, qui est assez liés, comme les ICO. Je sais pas si vous connaissez. C'est de lever de fonds en token. Donc, au lieu d'avoir des parts de la société en échange de notre investissement pour développer un projet, on a des tokens du projet.
Donc ça, très haut risque encore, mais moi j'adore. Mais si ça gagne, bah, on peut vraiment gagner énormément. Et puis il y a d'autres placements, les NFT, le métaverse, etc. Est-ce que quelqu'un qui n'a pas investi un centime encore dans les cryptos en 2023, quel est le premier conseil que tu lui donnerais? S'il n'a pas investi, aujourd'hui, au moment où on fait ce podcast, euh, bon, s'il a une vision long terme, moi de toute façon, je suis investisseur long terme, c'est pas pour faire du trading. Il pourrait commencer à investir un petit peu aujourd'hui, même si je pense que il est un petit peu surcoté à court terme. Mais si on a une vision de quelques années, on va dire 2000, fin 2025, moi je fais le pari que fin 2025, il sera supérieur à 100 000 dollars. Donc je me dis que bon, s'il étale un peu son investissement, il pourrait se lancer dans du Bitcoin dans un premier temps Ok. et voir dans d'autres crypto-monnaies. Donc là, ça dépend de son portefeuille. S'il a que 100 euros à investir, par exemple, tous les mois, je dirais, bon, va pas chercher trop loin, investis que dans le Bitcoin. Voilà. Parce qu'on peut pas trop se permettre de sécuriser. Pour moi, en fait, la crypto qu'il faut avoir le plus, c'est le Bitcoin. Parce qu'il y a des investisseurs qui disent, moi, j'ai pas de Bitcoin en crypto-monnaie. Parce que, bah, ils disent que ça sera l'une des crypto-monnaies qui sera la moins rentable. Ouais. Je peux comprendre puisque c'est la plus capitalisée. Donc, non, oui, il y aura sûrement moins de performance que l'Ether ou le BNB, etc. Mais pour moi, c'est un peu pas le lapin, mais l'appât du gain, l'appât du gain qui parle, Ouais, la fin parce du que gars. c'est ça, ça aurait été chelou. C'est l'appât du gain qui parle. Et du coup, pour moi, il faut avoir minimum 25-30% Bitcoin. Parce que comme je dis souvent, la meilleure des rentabilités, c'est souvent la meilleure des sécurités. Donc, Bitcoin en majorité. Et si on a un capital où on peut se permettre d'investir dans d'autres cryptos, là, d'accord, on va investir de moins en moins selon la capitalisation. Donc, un peu moins en Ether, un peu moins en BNB, etc. Et après, D'accord. je mets en répartition. Donc, en fait, j'ai un portefeuille assez, on va dire, réfléchi. Donc, en fait, moi, j'ai 50% de mon portefeuille dans trois cryptos, Hmm. Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, et plus selon la capitalisation. Donc ça, c'est les trois cryptos principales les plus safe. Voilà. C'est ça. Voilà, ça c'est le top 3. Donc si dans Ok. 10 ans, le top 3 a changé parce que vous écoutez ce podcast, eh ben, pour moi, je mettrai dans le top 3. Ensuite, je mets 40%. Donc ça, c'est ce que j'appelle le buy and hold. Donc on garde 10 ans minimum. Et c'est des big caps, donc les plus grandes capitalisations. Ok. Donc là, normalement, c'est pas trop un pari parce que Ouais. c'est quand même les trois plus grosses capitalisations au monde, même s'il y a quand même un risque. C'est le risque le plus safe, on va dire. Le pari Ok. le plus safe. Et donc, ensuite, je mets 40% dans des cryptos que j'appelle mid caps, donc de capitalisation au milieu, quoi, intermédiaire. Et donc là, c'est par exemple Chainlink, euh, Matic, Elrond, etc. J'en passe plein parce que j'en ai plein. Et là, plus la capitalisation est grande, plus on investit, c'est pareil. Et si elle est plus petite, moins on investit. Pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, j'ai fait énormément de backtest de portefeuille crypto. Je me suis dit, ah, au final, est-ce que investir dans Bitcoin et Ethereum, ça suffit pas, quoi? Ou juste Bitcoin? Bah, en fait, juste Bitcoin, ça sous-performe la répartition que je vais vous indiquer. Bitcoin Ether, ça sous-performe aussi. En fait, le mieux, c'est d'investir dans 10-15 cryptos et plus il y a de capitalisation. Ça surperforme, même si j'ai fait des backtests sur plusieurs années, ça surperforme juste du Bitcoin ou Bitcoin Ether. Voilà, parce qu'en fait, parfois, je m'écarte un peu, mais parfois, il y a des Bitcoin season, c'est-à-dire que le Bitcoin surperforme les autres crypto-monnaies, et parfois, c'est l'inverse. Il y a des altcoins season. Donc, Mhm. les autres altcoins surperforment le Bitcoin. Et là, ça fait pareil, en fait, vase communicant. Donc, en fait, il faut avoir une bonne partie de Bitcoin et le reste en autres crypto. Comme ça,
Parfois, c'est le Bitcoin qui surperforme, parfois, c'est les autres. Et vous pouvez même faire de rééquilibrage. Ça a été prouvé aussi par multiples études, que si on fait du rééquilibrage, c'est-à-dire que on reproportionne, je ne sais pas si ça se dit, son portefeuille dans les mêmes proportions qu'initialement. Donc, si par exemple on avait 30% de Bitcoin et là on est en Bitcoin Season et ça monte à 40%, bah, on va en vendre 10 pour racheter les autres crypto-monnaies pour retrouver la même proportion qu'initialement. Et ça aussi, ça a été prouvé que ça surperforme le fait de Hmm. rien faire. Entre autres pour ces Bitcoin Season et Altcoin Season. Donc ça, c'est ma deuxième répartition. Et mon troisième point, Les 10% restants. les 10% restants, c'est ça. Donc vous avez vu qu'on met 90% de notre portefeuille dans pas tant de crypto que ça. Peut-être, Une on peut vingtaine. dire 10 ou 15, voilà. Et les 10% restants, donc là, on va se faire kiffer. On va investir 1% ou 0,5% dans plein de cryptos. Donc là, c'est les small caps. Moi, j'appelle ça des crypto coups de poker. Donc là, c'est du tout ou rien. Soit tu perds tout, mais c'est pas grave. Si tu as perdu une crypto, tu as perdu 1% ou 0,5% de ton portefeuille. C'est ce qu'il dit d'ailleurs Nicolas Taleb. Euh, Si on investit très peu dans des trucs très risqués, du coup, on peut perdre très peu. Mais par contre, si Par on contre, ça fait gagne, fois 1000 quand tu gagnes. voilà, on peut gagner des fois 50, 100 ou bien plus. Ce qui m'est arrivé, moi. Donc, une fois, j'ai fait un fois combien? Oh, je sais plus. Mais à chaque fois que je dis ça, personne ne me croit. En 2017, le marché aussi était bien plus important que le marché 2021. Là, c'était une rigolade. 2017, c'était incroyable. J'avais investi, je crois, 400 euros dans une crypto. Et en 2 semaines, j'avais eu 25 000. Donc, Ouais, j'ai eu c'est un... explosif. Ouais. C'est incroyable. Donc, même une autre fois, là, avec AAV qui s'appelait avant Land, je l'avais acheté 2 centimes. Elle est montée, combien? 500 $. Donc, c'est incroyable. Fallait juste pas que tu aies la moitié de ton portefeuille avec du Luna, quoi. Voilà. Donc, ça, c'est bon. Moi, je suis passé entre les gouttes sur le Luna, pas avec l'UST où là, j'ai perdu 20 000. Bon, ça fait partie du jeu. Mais si on a une bonne diversification, ça, normalement, ça ne tue pas. Et du coup, on investit dans des cryptos coup de poker qui ont un fort potentiel, mais qui n'ont pas explosé. Donc, et qui ont une toute petite capitalisation, souvent supérieure au top 100. Donc, top 100, 200, 300. Donc là, tu peux perdre tes 10% investis. Bon, c'est rare que les 10 crèvent quand même. Mais par contre, si ça fait x 50, bah là, c'est énorme. Donc, il y a un ratio entre le risque et le rendement qui peut être intéressant. Donc, voilà ce que je dirais aux débutants. Je me suis un peu étalé. Ouais, non, mais c'est super Pour ceux clair. qui C'est ont une C'est pour ça. très bonne entrée en la matière. Autre petite question de débutant, il y a deux catégories d'investisseurs, entre guillemets. Il y a ceux qui vont investir sur des grandes plateformes style Binance et d'autres qui vont conserver leur crypto-monnaie sur ce qu'on appelle clé Ledger, style de clé USB. Quelle est la différence entre un et l'autre et qu'est-ce que tu conseilles personnellement? Oui. Alors, déjà, je sais qu'il y a énormément de plateformes qui existent. Il y a Binance, il y a Kraken, il y a KuCoin, etc. Pour moi, ça sert à rien de s'étaler dans plein de plateformes et ça sert à rien de prendre plus de risques alors qu'on pourrait en prendre moins. Pour moi, la plateforme la plus sécurisée, centralisée qu'il existe aujourd'hui, c'est Binance. Moi, quand j'ai investi, elle n'existait même pas en 2016, elle a été créée en juillet 2017. Ouais. Donc pour moi, Binance, je fais confiance en cette plateforme, mais moi, j'ai l'esprit très sécuritaire et je pense toujours au pire. Et donc, je ne vais pas tout mettre chez Binance. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai pile 10%, un tout petit peu plus de 10% sur mon compte Binance. Et Binance, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme centralisée, c'est-à-dire que c'est un peu comme une banque au final. Quand on dépose notre argent sur notre compte bancaire, on fait un emprunt à la banque et on lui prête notre argent, en fait. Et on fait le pari qu'elle va nous le rendre si elle fait pas faillite. Et Binance, c'est un peu pareil. S'ils font faillite ou s'ils veulent nous empêcher de retirer, ce que la banque pourrait faire, bah, ils peuvent. Et c'est eux qui possèdent vos cryptos et c'est pas nous qui possédons nos cryptos. Donc, il faut vraiment lui faire confiance. C'est un tiers de confiance. Hmm. Donc, ça, c'est la première chose. En bear market, je mets peu sur les plateformes centralisées, en marché baissier.
Par contre, au marché haussier, ils ont plein d'argent. Là, on peut encore plus leur faire confiance. Mais dans un marché baissier, je leur fais encore moins confiance. Ça, c'est la Ok. première chose. La deuxième chose, c'est que j'ai mon capital en grande majorité. Alors, je suis en train de calculer combien, mais je pense que j'ai 80% dans ma clé Ledger. Donc, une clé Ledger, qu'est-ce que c'est? Comment dire? C'est une sorte de clé USB sur laquelle euh, vous allez sécuriser vos crypto-monnaies et à ce moment-là, vous allez vraiment posséder vos crypto-monnaies. Ce n'est pas un tiers de confiance qui les possédera, c'est vous qui les posséderont, ces crypto-monnaies, parce que vous possédez la clé privée. Donc la clé privée, qu'est-ce que c'est pour faire simple? On va dire, c'est le mot de passe qui vous permet d'accéder à vos fonds. Alors que chez Binance, bah, c'est le tiers de confiance qui possède, on va dire, cette clé privée et donc vos fonds. C'est la différence Là, en entre fait, avoir de l'argent à la banque et retirer du cash, non? En quelque sorte. oui, voilà, on pourrait dire ça. Voilà. Donc c'est un peu pareil. Euh, oui, on va dire ça. Voilà, exactement. C'est une bonne illustration. C'est cadeau. La banque, c'est Binance. Bonne intervention. La banque, c'est Binance. Et si vous retirez, bah, vous avez votre cash. Après, par contre, si vous perdez votre cash ou on vous le vole, bah, c'est votre problème. Hmm. Donc, il n'y a plus de tiers de confiance. Votre confiance, c'est vous. Vous êtes souverain, en fait, de votre capital. Et tu disais, la clé, en fait, c'est un mot de passe, un code d'accès pour accéder à tes cryptos, c'est ça? Voilà. Donc, en fait, une clé Ledger, ça a la forme d'une clé USB. On va la connecter à son ordi pour faire simple. Pour faire simple, on va dire que vous mettez vos cryptos dedans, mais c'est totalement faux, mais c'est pour vous imaginer la chose. Et en fait, quand vous créez une clé Ledger, vous avez 24 mots que vous devez sécuriser. Donc, normalement, sur un papier, moi, bon, je vais pas le montrer, on est dans un podcast, mais Ça ferait beaucoup de vues. ça. Alors, regardez bien ce truc. À ne pas recopier chez vous, hein. C'est ça. Dommage parce que je montrais mes 24 mots avec tout mon argent dedans. Bon, bah. Le podcast est aussi en vidéo, donc si jamais il te prend la Ah, fantaisie parfois de montrer des choses à la caméra, sache-le. donc, Sans doute, oui. ceux On qui est sont là en pour apporter podcast, de la valeur à l'audience. Et ceux qui sont voilà. juste en vocal, bon bah tant pis, vous passez à côté d'un peu d'argent, tant pis pour C'est vous. ça. Faut aller sur leur chaîne YouTube voir la vidéo. Ça vaut le détour. Donc c'est comme ça que fonctionne une clé Ledger. Ok. Fallait me Et dire toi, qu'il tu y as avait une la... vidéo, je me serais coiffé un peu mieux, mais bon. Mais je suis sûr que l'audience te trouve adorable. D'ailleurs, vous pouvez le dire en commentaire si Jonathan est bien coiffé. Voilà. Là, c'est un peu le bordel. L'algo. Donc Euh, du- 80% tu le mets sur ta clé du coup. voilà. Et donc, ces 24 mots, en fait, ça prouve euh, que vous êtes propriétaire de ces fonds. Et donc, si vous perdez ces 24 mots, vous perdez vos cryptos. Comme on dit, perdez vos mots, perdez vos cryptos. Hmm. Ces 24 mots sont l'accès à vos fonds. Comme il n'y a plus de tiers de confiance en passant par Binance, c'est vous qui êtes souverain de vos fonds. Donc, si vous perdez vos mots, vous perdez vos cryptos. Par Et contre, ce pas qui est de mot bien, de c'est passe que si vous oublié. perdez, voilà, si vous perdez votre clé, vous ne perdez pas vos cryptos. Hmm. Ça paraît un peu bizarre. Si, par exemple, on vole ma clé Ledger, je m'en fiche littéralement. Ah Enfin, j'ai oui. juste à racheter une clé, ça coûte 100 euros, et je remets mes 24 mots-clés que j'ai précieusement gardés sur je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est une plaque en métal où j'ai écrit mes 24 mots dessus, pour faire simple, qui peut pas être brûlé, qui peut pas être voilà, trempé. Et en fait, je remets ces 24 mots dans cette clé et je retrouve mes cryptos parce que j'ai donné ma clé privée. Ok. Alors, question par rapport à ça. Il te faut impérativement l'intégralité des 24 mots. Ouais, ok. Et est-ce que tu peux faire du style les Horcruxes dans Harry Potter? Tu prends 6 mots par-ci, tu les planques dans le jardin. Tu prends 10 mots, tu les mets chez la voisine. Tu peux pas répartir comme ça? Tu peux, tu peux. Moi, j'ai par exemple des plaques sur lesquelles j'ai écrit mes mots. Et en fait, c'est deux plaques en fer où il y a 12 et 12 mots. Je pourrais très bien, Hmm. moi, ça serait plus du genre les mettre. Bon, c'est pas l'idée de mettre dans des coffres en banque, puisque, bon, normalement, c'est sortir du système bancaire, les crypto-monnaies, être son propre banquier. Mais on pourrait très bien mettre dans deux coffres différents et quand, Offre bah privée. voilà, si je meurs, et ben ils Hmm. ont l'accès à ces mots. Bon, Puis, si je meurs, c'est mes parents ouais. qui récoltent et mes parents, ils sauront pas faire ça.
Ah, tu fais une chasse au trésor dans le testament pour Voilà, retrouver les mots. démerdez-vous. Petit tutoriel, allez voir cette vidéo sur YouTube. Ah, mais c'est intéressant comme concept. Mais Voilà, ouais, du coup, et tu es en sueur de pas perdre les mots, quoi. Comme ça a dû arriver à certaines personnes. voilà. Donc il y a des personnes, il y a des histoires où un gars a perdu plusieurs dizaines de millions parce qu'il a perdu ses 12 mots-clés. Bah, tant pis pour lui. Et à Et en son plus, âme. si je dis pas de bêtises, je crois que tu as 3 essais. Tu as le droit à 3 chances et après Oui, tes cryptos sont. voilà. Mais tu peux pas te tromper d'un mot, mais tu peux même pas te tromper d'une lettre. Donc les gens qui l'écrivent Tu sur as un petit perdu bout de 2 millions à cause papier, d'une majuscule, t'es pas bien. ouais, c'est ça. Donc si les gens l'écrivent sur un petit bout de papier et qu'ils le mettent parfois, tu sais, sous leur ordi, et que, je sais pas, quelqu'un passe et le met à la poubelle, bah, tu as perdu tout ton argent. Donc ça, c'est quand même fâcheux. Donc c'est pour ça que bah, vaut mieux Tu le peux, protéger. tu peux même pas te le tatouer parce que du coup, tout le monde y a accès. Il y a Bah, c'est vraiment, c'est ça. horrible. Ça me met une charge mentale. J'ai pas de clé Ledger, hein, mais je suis déjà en train de cogiter à fond et en train de stresser pour mes codes. Alors, moi, j'avoue que ça m'a stressé au début. Aujourd'hui, non. Peut-être parce que l'inconnu fait peur. Donc maintenant, l'inconnu est devenu connu. Donc j'ai plus Hmm. peur parce que c'est devenu Question connu. organisation. Peut-être pour ça. Et puis, je les ai écrits quand même sur une plaque en fer. Bon, bah, ça me rassure. Peut-être sur ce point-là. Ouais. Et C'est donc là, exact. Pardon. oui. J'allais Oh, dire, c'est exactement comme avant quand je sais pas, tu avais besoin que ta mère ou quelqu'un fasse un achat sur Internet à ta place et tu commences à lui donner tes 16 chiffres de carte bleue, mais tu donnais 4 mots sur Messenger, 4 mots par oui. SMS, 4 mots à l'oral, enfin 4 mots, 4 chiffres pour faire en sorte de faire passer le truc sans se faire pirater. Là, c'est un peu pareil. Évidemment, ne mettez pas vos 24 mots dans votre bloc-notes sur l'iPhone. Mais C'est quand même pour que ce le soit bien niveau 1. sécure, vous le mettez en commentaire quand même. Oui, Ça c'est bougera ça. pas. Si vous avez plus que 1 000 euros, c'est intéressant de les mettre en commentaire. Bien sûr, c'était une blague. Donc ça, tout ça, c'est la partie crypto. Alors, on sait que c'est ton dada. Pour terminer sur le volet investissement, ça, ça représente quel pourcentage chez toi la partie crypto? En clair, est-ce que tu es all-in sur les cryptos ou est-ce que tu as aussi investissement, je sais pas, immobilier, bourse, ETF, etc. Hmm. Alors, je voulais juste finir sur le point Je t'en prie. 10% Binance, 80% Ledger, et manque un 10%, c'est 10% MetaMask. Ok. Et ce qui est. MetaMask, pour ceux qui connaissent pas, c'est une extension sur le navigateur qui fait un peu comme une clé Ledger, sauf qu'une clé Ledger, c'est un outil physique, mais là, c'est pas du tout physique, c'est une extension sur Google Chrome, par exemple. Et donc, le fonctionnement est exactement pareil, sauf qu'il n'y a pas 24 mots, mais 12 mots, et on est souverain de nos fonds, et voilà, notre capital est ici. Voilà. Ok. Donc, c'était juste sur ce point. Et ta question, je sais plus. Euh, que représente la partie crypto sur Ah oui, dans ta portefeuille alors, d'investissement? donc moi, je pense que quand on est jeune, et moi j'ai investi en 2016, je sais pas, j'avais quel âge? Là, j'ai 31. D'ailleurs, dans 20 jours, 32. Donc, faut calculer par rapport à 2016. Donc, de toute façon, ça fait presque 7 ans. Donc, voilà. Et moi, je pense que quand on est jeune, bah, je pense que ça sert à rien de commencer par de l'or ou de commencer par une assurance vie ou par des placements un peu trop safe. Moi, je pense que faut y aller fort. Il faut prendre pas mal de risques parce qu'on n'a pas grand-chose à perdre de toute façon quand on est jeune. On n'a pas d'enfants normalement, etc. On vit chez papa, maman au début, hein, vraiment quand on est jeune. Donc, faut prendre des risques, selon moi, hein. Ça, c'est ma vision. C'est ce que j'ai fait, moi, du coup, en 2016. J'avais investi une bonne partie de mes économies et ça a bien fonctionné. Et ensuite, j'ai commencé à diversifier un peu. En fait, moi, j'ai une méthode que j'appelle GPS, gagner, placer, sécuriser. Donc, c'est l'itinéraire vers le succès. Et du coup, pour moi, il faut gagner de l'argent au début de notre vie. Donc là, il faut un salaire, etc. Comme ça, on peut le placer dans des trucs à haut rendement. Et ensuite, on le sécurise pour rester riche tant qu'à faire. Et pas que ça soit volatile parce que sinon, toute la nuit, on va se ronger les ongles. Hmm. Donc c'est pour ça que moi, j'ai commencé par les cryptos. Ça a bien fonctionné. Et après, on prend une partie, on le met dans les devises ou autres placements. Et dans l'or. Par exemple, c'est ce que j'ai fait. Et là, après, je vais commencer dans l'IMO, euh, potentiellement dans des actions
et d'autres placements que j'ai en parallèle. Mais là, mes cryptos, ça représente combien de mon patrimoine? 90%. Hmm. Alors que j'avais investi très peu, mais ça a pris tellement d'ampleur que ça a écrasé tous les autres placements. Mes autres placements, c'est devises et or, de toute façon, à ce Ouais, jour. ok. Et Après, après, là, évidemment, ça dépend des profils. voilà. Et puis, moi, j'ai dit que j'ai jamais vendu de Bitcoin. J'ai jamais vendu d'Ether. J'ai fait que d'accumuler depuis 2016. Et le Binance, il n'existait pas au début quand j'ai investi. Et du coup, moi, c'est mon buy and hold, je le garde 10 ans. Donc, en fait, en 2026, voilà, ça fera 10 ans. Donc, moi, à ce moment-là, je vais vendre assez fort. Surtout que logiquement, on sera au pic du bull run, c'est ce que je disais tout à l'heure, fin 2025, début 2026. Et là, je vendrai assez fort pour investir dans l'IMO, les actions, etc. et diversifier. Donc, pour moi, il y a 10 ans de trucs assez à risque. Tu vois, c'est assez long terme comme vision. Hmm. Et après, on va dans des trucs un peu plus pépères pour bah, moi, je pense à ma retraite pour que ma retraite soit par capitalisation, quoi. À Ouais, ça 34 fait ans. sens. Hmm. Voilà. Moi, Je je pense que pense pas à ma retraite que l'État, moi, je n'en veux même pas de ce qu'ils veulent me donner. Ça sera mes placements, comme les Américains. ouais, il raisonne beaucoup comme ça. Ouais. Mm. Justement, là, on était très dans le concret. Ce qui nous intéresse aussi, c'est de comprendre comment est-ce que tu es tombé dans la marmite des cryptos à l'origine et qu'est-ce qui t'a motivé à partir dans cette direction. Alors, comme souvent, la plupart des gens savent, ce que je m'en cache pas, et à l'origine, j'étais paysagiste. Donc, rien à voir. C'est beaucoup plus terre à terre dans tous les sens du terme. Et parce que c'était ma passion, etc. Mais bon, ça marchait pas. J'ai essayé d'être salarié, mais je détestais au final. J'aime bien mon jardin à moi, mais j'aime pas faire celui des autres. Et du coup, comme je galérais financièrement, mais vraiment, je vais vraiment galérer du coup en 2000, j'ai galéré 5 ans avant 2016. Et du coup, j'ai essayé de faire du MLM. Vous en Je avez sais fait pas. aussi? Ou vous en faites actuellement? On n'en fait pas, mais on a une audience qui connaît bien le MLM, puis nous, bien sûr, on est passé par là. Donc, tu as eu ce passage-là aussi. Voilà. Ça m'a fait les côtes. Et du coup, à l'époque de OneCoin, que vous connaissez peut-être ou vous avez Oh oui, peut-être. on connaît OneCoin, ouais, qui a fait du mal. Voilà. Et moi, on me disait tout le temps, oui, à moi aussi, il a fait du mal. Et on me disait tout le temps, mais OneCoin, c'est beaucoup mieux que le Bitcoin. C'était bah, en 2015, je crois. Hmm. Et je me suis dit, mais je sais même pas ce que c'est le Bitcoin. Et, euh, et du coup, j'ai cherché. Bon, j'ai investi dans le OneCoin et plein d'autres de MLM. Et je me suis dit, mais c'est quoi le Bitcoin? Donc j'ai cherché, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça m'a l'air frauduleux. Ça, c'était en 2015 et il va aller dans les 500 dollars. Et des mois sont passés et puis après, je vois qu'il est monté à 1000 dollars. Je me suis dit, ah, waouh, il a explosé depuis que je l'ai vu il y a quelques mois. Ça y est, il est au sommet, du coup, je revends tout. Il est au sommet, mais moi, j'avais pas investi encore. Il était au Ah oui, sommet des 1000 dollars. Et c'est là où j'ai décidé d'investir. Mais là, à l'époque, c'était un énorme sommet. En fait, si ouais, tu regardes ouais. à ce moment-là, fin 2016, c'était un énorme sommet. 1000 dollars. Il est monté de quelques centaines à 1000. Moi, j'ai investi à 1000. Il a craché à 500 quelques semaines plus tard. Et moi, j'avais déjà peu d'argent. Et j'avais investi 6000 dans le Bitcoin. Enfin, exactement 4000 dans le Bitcoin et 2000 dans l'Ether. Mais on va dire 6000 dans le Bitcoin pour faire simple. Donc, on va dire équivalent 6 Bitcoin. Et mes 6000 investis sont quelques semaines plus tard chutés à 3000 investis. Enfin, de valeur 3000. Moins 50% en quelques semaines. Je me dis oh, déjà que chaque euro pour moi était important. Alors là, Mais là, tu as déjà 6 bitcoins, en tout cas. T'as j'avais beaucoup, 6 bitcoins. mais t'as Mais 6 je me suis dit, contrairement, je pense à beaucoup de gens, j'ai peut-être cette faculté-là, c'est-à-dire que je suis patient et j'ai une vision long terme. La plupart des gens, peut-être, auront vendu à ce moment-là pour pas perdre plus. Sauf que moi, j'ai gardé. Et ça tombe bien parce qu'après, il est passé de 1000 à 500, mais de 500 à 19 000. Donc Donc, de 500 à 19 000, tu es resté patient. C'est-à-dire que je suis quand il a resté. baissé, tu étais resté à tête froide, je le garde. Mais quand il est passé de 500 à 3000, tu aurais pu te dire, oula, ça y est là, bye bye, c'était une belle Exactement. aventure.
Il y a T'as tout beaucoup de gardé. gens, oui, il y a beaucoup de gens qui se disent ça, si j'avais su, j'aurais pas vendu à 3000, etc. Il y en a, ils vendent trop tôt ou trop tard et du coup, ça le fait pas. Sauf que moi, je garde et je fais que de cumuler parce que j'ai une vision vraiment long terme. Et j'ai eu de la chance puisque c'est monté à 19 000. Donc déjà, si tu fais 6 000 et encore, j'avais réinvesti un petit peu, euh, Fois voilà, Fois 19. 19. bah voilà, fois 19, et ben c'est énorme, c'est énorme. Alors que je me disais, je me casse les rotules à travailler pour une misère, alors que là, je fais rien. J'ai gagné tout cet argent. Il me semble que mon portefeuille était monté à 100, 125 ou 150 000 au pic des 19 000. À rien faire. Je me suis dit, j'ai rien fait, j'ai juste attendu. Donc ça en combien de temps? Alors, c'était fin 2016 que j'ai investi, et puis le pic, il était à fin 2017, début 2018, donc on va dire 1 an et 4 mois Ok. à rien faire. Et bon, par chance, je suis arrivé au bon endroit. Bon, même s'il y a eu un petit pic des 1000, je suis arrivé quand même avant l'explosion énorme. Mhm. Et ça, c'est une chance. Et du coup, pendant cette envolée, d'ailleurs, je me souviens, mon portefeuille était à 35 000, donc c'était bien avant. Je faisais toujours mes formations jardin. J'expliquais aux gens comment créer leur jardin eux-mêmes, formation vidéo. Et je suis allé à un séminaire et je parlais de jardin pour chercher des partenaires pour qu'ils essaient de parler de moi, etc. Et au bout d'un moment, j'ai parlé de crypto-monnaie et je voyais tous les gens s'en foutaient totalement du jardin. Et au bout d'un moment, je parle de crypto et il y avait une vingtaine de personnes autour de moi. Je leur parlais de crypto, mais en 2017, du coup. C'était très peu connu encore. Et je voyais que ça intéressait énormément de personnes. Et en rentrant, je me suis dit, mais en fait, je n'ai pas parlé de jardin, j'ai parlé que de crypto. C'était très rare les personnes qui parlaient de crypto à ce moment-là, début 2017 du coup. Hmm. Et je me suis dit, mais si je lance un truc crypto, peut-être ça va intéresser les gens. Parce que moi, ça me réussit, même si c'était au tout début, je me suis dit, je vais apprendre avec eux. Et j'ai lancé un club privé à 27 euros par mois. Et là, ça a été l'explosion de la société, enfin de l'auto-entreprise, où c'était écrit vente de formation jardin, ça a transformé en vente de formation crypto. Et on cultive du Bitcoin. Mhm. Voilà, mais c'est un peu pareil, hein, l'investissement et le jardin, on sème afin de récolter le fruit de notre patience. Totalement. Donc c'est un peu pareil, je me suis dit, on sème les bons projets, etc. C'est à ce Et moment-là que tu as créé ta chaîne YouTube ou c'était un peu après? oui, tu regardes la création de ma chaîne YouTube, c'était en 2016. Ok. Bon, j'avais commencé la chaîne YouTube par du MLM, voilà, pour avoir une audience. Et après, j'ai enlevé mes vidéos MLM et j'ai fait que des vidéos YouTube sur la crypto. Mes premières vidéos YouTube, c'était en 2017. Et donc, ma société après explosé 100 000, 500 000 par an. Et après, là, elle est plusieurs millions du coup. Donc, ça C'est commence une à... société d'éducation ou tu as aussi une partie investissement et autres? Alors, on a pas mal de formations sur l'investissement, investissement dans les crypto-monnaies, donc sur le long terme, c'est pas du trading, hein, c'est de l'investissement. Ensuite, l'achat de l'or. Ensuite, l'achat de NFT, NFT artistique. Ensuite, l'achat de NFT dans le métaverse. Je crois que j'ai dit tout. Ah non, et là, c'est d'autres placements à haut rendement, très peu connus, mais voilà, qui sont à haut rendement. Enfin, à haut rendement, ça peut être très variable, de 5%, 10, 15, 20, parfois même bien plus. Voilà, ça, c'est des formations. Ensuite, j'ai un club privé dans lequel je partage tout ce que je fais. Donc, parfois, comme voilà, j'ai une petite audience, il y a des projets ICO qui viennent vers moi. Et donc, ils veulent que j'en parle sur ma chaîne YouTube, mais généralement, j'en parle pas. J'en parle dans mon club privé. Hmm. Et donc, là, par exemple, on a pu acheter un projet au tout début. euh, et puis, on peut faire un fois pas mal. Voilà, ça, c'est mon club privé. Et puis, je fais des séminaires, mais jamais des séminaires physiques. Je fais toujours des séminaires en ligne via Zoom, comme ça. Et voilà, je suis en train de penser à d'autres outils pour aider les investisseurs à investir par eux-mêmes. Donc à chaque fois, la mission derrière, c'est démocratiser le monde des cryptos et au-delà pour permettre aux investisseurs de devenir indépendants.
Voilà. Et en même temps, les aider psychologiquement, j'ai envie de dire, parce que la Hmm. plupart des gens, ils veulent gagner de l'argent à court terme. Mais C'est en vrai qu'il y a fait, une grosse Casino. partie psychologie, ouais. oui, il y a une grosse partie psychologie et éducation. Parce que l'argent court terme, on peut, mais par chance, quoi. Moi, par exemple, j'ai eu de la chance d'investir au bon moment. Bon, pas super au bon moment, mais j'ai eu la psychologie de garder. Mais sauf que dans les cryptos, la plupart du temps, ça chute. 50%, ça fait rien. Et il y a que 10 ou 20%, ça explose. Et donc, statistiquement, il faut avoir beaucoup de chance pour arriver à ce moment-là. Et donc, en attendant, il faut tenir tout le cycle précédent qui est en chute ou stagnant. Hmm. Tu vois. Et donc, c'est pour ça que je leur dis, j'essaie de les éduquer sur le fait qu'il faut investir dans les cryptos sur le long terme. Enfin, le long terme dans les cryptos, c'est assez court, c'est-à-dire entre 3 et 5 ans. Minimum. Si on peut plus, c'est encore mieux. Mais c'est vraiment le minimum si les gens veulent gagner de l'argent en un an. Pour moi, c'est du Ouais, hasard. c'est du casino. Ouais. Ouais, on peut pas vraiment prédire. Tu Euh, mentionnes. ouais, vas-y, Meryl. Vas-y, c'était un truc. Moi, ce qui m'a interpellé et que j'ai sur le coin de la bouche, peut-être l'audience aussi, c'est que tu as mentionné les NFT. Alors, on Oui, parlait de crypto, etc. Là, après, tu t'as dit les gros mots, NFT, métaverse. oui, Autant, le ressenti que j'ai, c'est que la crypto, ça commence à rentrer un peu dans les mœurs. Ça y est, mhm, BFM qu'en parle, les gens connaissent un petit peu. C'est un peu plus grand public. On pige pas toujours ce que c'est, mais on comprend. Mais alors, NFT, métaverse, ChatGPT, IA, c'est quoi ta vision sur le Web3 et tout ce qu'il y a? mhm. Alors déjà, peut-être la définition d'un NFT, c'est extrêmement simple en fait. C'est un objet numérique unique avec gage de, comment dire, de propriété. Donc en fait, là par exemple, j'ai une statue, pour ceux qui sont dans le podcast, j'ai une statue là avec moi. Et en fait, ça c'est un C'est objet Marc physique. Aurèle? Je sais pas. C'est Bah, pas si Claude vous avez François. une idée. C'est ça. Ok, C'est moi. parenthèse fermée, ça m'a interpellé. Et du coup, ça c'est un objet physique, mais il existe aussi des objets numériques. Et pour que cet objet soit unique, pas comme une vulgaire photo JPEG, en fait, cet objet, il est écrit sur la blockchain. Et donc, on ne peut pas le copier. Certes, on peut faire une impression écran de ce NFT, donc cette œuvre, par exemple, artistique, mais ça sera une copie de l'original. Ce ne sera pas l'original. L'original, il sera écrit sur la blockchain et on pourra voir noir sur blanc que je suis le propriétaire unique de cet objet numérique. Et comme vous le voyez, en fait, tout se numérise. Par exemple, les photos, on ne prend plus de photos physiques. Tout est sur notre téléphone. Hmm. Par exemple, même avant, pour chercher l'information, on allait dans les livres ou dans les journaux. Maintenant, bah, tu vas dans un écran, l'information, elle est bien virtuelle ou sur ta télé ou à la radio. Et la monnaie va de plus en plus se virtualiser. On connaît les monnaies digitales de banque centrale, que vous connaissez peut-être. En fait, c'est l'Europe qui va sortir sa monnaie digitale, son e-euro. Et par la suite, nos billets disparaîtront, je dis ça peut-être dans 20 ans. Et donc, on va vers la virtualisation de tout. Et les NFT vont dans cette direction-là. Par exemple, chaque œuvre artistique, par exemple mon tableau que j'ai derrière, on pourrait très bien en avoir une version NFT pour prouver que ce tableau, c'est bien l'original. Et il n'y a pas un gars qui a essayé de le recopier. On peut pas on peut pas de toute façon le dupliquer, ce NFT. Et à chaque truc physique, il y aura son équivalent numérique. Et en fait, moi, ce que je vois en thématiques qui auront un fort potentiel dans les cryptos, c'est la tokenisation du monde, justement. Donc, qu'est-ce que c'est encore ce gros mot? La tokenisation, c'est c'est ce que je disais, c'est avoir son double numérique. Donc, par exemple, il existe la tokenisation d'immobilier. Et moi, je pense que, mais c'est peut-être dans 20 ans, hein, je sais pas, je pense que chaque bien immobilier aura son double numérique, ou même une voiture. On aura son double numérique. On n'aura plus ces trucs compliqués. Si j'ai la propriété de ce bâtiment ou de cette voiture, j'ai ce NFT. Hmm. Je veux te En le fait, c'est le vendre. tampon qui te rend propriétaire de l'objet physique dans la réalité. Voilà.
Et pour moi, tout aura sa version numérique comme notre identité. Il existe aussi des SBT, c'est pas des NFT, mais là, c'est des Soulbound Tokens. Donc, c'est quoi encore ça? Bah, c'est un NFT, mais non transférable. Par exemple, j'ai cet objet numérique unique, je l'ai acheté, je l'ai dans mon portefeuille crypto, mais je peux le transférer, je peux le vendre à quelqu'un d'autre. Mais par exemple, si j'ai ma carte d'identité en format NFT, j'ai son double numérique, mais on ne va pas transférer une carte d'identité, ni le vendre. Et donc, il existe les SBT qui permettent ça. Et donc, je pense aussi que c'est ce que veut d'ailleurs les riches de ce monde, c'est-à-dire que même les actions, je suis convaincu qu'il y aura, chaque action, il y aura son double tokenisé. Donc, il y aura un nouveau marché des crypto-monnaies qui est en train d'arriver, et un nouveau marché de l'immobilier comme le marché boursier, mais dans les actions, enfin, marché boursier, mais tokenisé, comme le marché boursier des actions, mais avec l'immobilier. Donc, on pourra, je pense, acheter et vendre de l'immobilier comme ça. Donc, le marché deviendra plus liquide. C'est ce que veulent les BlackRock, les grandes fortunes de ce monde. Ça ira Et beaucoup plus vite. Ouais. Mm. voilà. Et donc, en fait, même le marché de l'art, pour moi, toutes les œuvres seront tokenisées. Donc, il y aura un marché de l'art. On pourra acheter des Picasso comme ça, achat-revente. Il y aura un nouveau marché pour moi sur l'art, un nouveau marché sur l'immobilier, le marché des crypto-monnaies qui est en train d'arriver. Et tout comme ça sera tokenisé. Donc là, je suis un peu parti loin. Mais du coup, ça explique un peu ce NFT qui est un objet, n'importe lequel, numérique, unique. Et on peut tokeniser n'importe quoi. C'est vrai que Aujourd'hui, j'ai j'avais entendu qu'il y l'impression. a ce côté, en fait, digital prend le dessus, c'est-à-dire par exemple, tu as une Rolex, tu n'oses pas trop sortir dans la rue avec. Par contre, tu es content de la monter sur ton compte Instagram, ce qui prouve que tu l'as pas vraiment acheté pour l'objet, pour l'avoir chez toi, c'est plutôt pour que les gens soient au courant que tu l'as et si possible en sécurité. Donc c'est vrai que le rôle des NFT dans ce sens-là les pousse parfaitement. Oui, et ça me fait une très bonne transition sur les NFT et leur côté artistique, parce qu'il y a beaucoup de personnes, et je comprends, qui disent que un NFT artistique, ça n'a aucune valeur. Pourquoi un NFT artistique? D'ailleurs, j'ai acheté récemment un NFT, là, je sais même plus le nom, mais il coûte, ça va me revenir, euh, World, je sais plus. Ça m'a coûté 3000 $. Et en fait, ce NFT, mais pourquoi j'ai investi 3000 $ C'est une femme, c'est l'image d'une femme, c'est tout. 3000 $. On peut se dire, mais pourquoi? Eh ben, moi, je fais la spéculation que justement, euh, les gens voudront acheter ce genre de NFT, en l'occurrence les femmes, je pense qu'elles achèteront peut-être plus ça, pour s'identifier dans cette œuvre, et voudront se l'afficher. Ça sera un peu comme un statut où voilà, on a une Rolex, on a une Bentley, on a ce NFT, on a par exemple un CryptoPunk, les plus connus des NFT, et ben on l'affiche sur notre réseau social. D'ailleurs, sur Twitter, on pourra, je sais pas si c'est officiel aujourd'hui, mais on pourra euh, prouver qu'on possède bel et bien ce NFT. C'est Donc pas une c'est une capture forme d'écran. de statut, de richesse, parce que les gens adorent exposer, comment dire, ils sont Richesse. un port égaux et du coup, ils aiment bien se la péter, quoi, en gros. Moi, je le fais surtout pour gagner de l'argent et je spécule sur le fait que les gens euh, vont La vouloir, psychologie humaine. voilà, vont vouloir cet objet numérique qui est en plus, du coup, rare. D'ailleurs, il faut savoir qu'il y a Eva Longoria qui en a acheté une, femme de cette collection que j'ai achetée. Ça s'appelle Woman quelque chose. De toute façon, c'est dans le top 10 des NFT les plus connus. Alors, on Et parle bien des tokens, enfin, on parle bien des NFT, quoi. Ne coupez pas cet extrait de podcast où oui, on oui, parle d'acheter des c'est femmes à tout va. Le On va point avoir c'est des vrai que commun ça, entre Jonathan Novak et Eva Longoria. c'est vrai que ça paraît bizarre dit comme ça, mais bon, il y a des singes aussi sous format NFT. C'est pas Et beaucoup voilà, on les a perdu la monétisation. C'est ça, Donc ouais, blacklisté là, la c'est surtout pour vidéo. spéculer, en fait. Enfin, toi, c'est dans une logique d'investissement. Voilà. Je Donc la sens valeur, pour moi, la valeur, elle peut être subjective et objective. Objective dans le sens où bah, il y a peut-être des fondamentaux, il y a peut-être une grosse société derrière. D'ailleurs, derrière les NFT Yuga Labs,
les NFT CryptoPunk, Bored Ape Yacht Club, je ne sais pas si vous connaissez les petits singes. Ouais. Et bien derrière, il y a Yuga Labs, c'est la plus grosse société au monde dans les NFT. Donc il y a des fondamentaux quand même, il y a des salariés, il y a une société, il y a des bénéfices, etc. Et il y a une valeur subjective. Donc là, la valeur subjective, bah, c'est personnel. Il y en a, ils y voient de la valeur, donc ils l'achètent. Parfois, ils peuvent l'acheter 5 000, 10 000, 100 000. Ils y voient la valeur qu'ils veulent. En fait, c'est une œuvre artistique, donc il n'y a pas de plafond. Soit ils y voient pas de la valeur. Donc, s'ils ne voient pas de la valeur, bah, ils l'achètent pas, et puis voilà. Mais d'autres peuvent voir de la valeur. Donc, il y a ces deux choses à prendre en compte. Et d'ailleurs, je fais souvent le ratio entre quelque chose qui a une grosse valeur intrinsèque, objective, peut valoir zéro. A contrario, il y a des actifs qui peuvent avoir une grosse valeur subjective et zéro valeur intrinsèque qui peut valoir énormément. Là, pour casser un peu les... Storytelling peut aider Un à ça. exemple pour ça, Oui, ouais, voilà. Maintenant, un qui se rejoint au exemple. storytelling, bah, j'en ai peut-être un, si tu vas me dire si tu le Ah, confirmes, c'est que il y a beaucoup de gens qui n'accorderaient strictement aucune valeur à un bout de carton, à une carte Pokémon, alors que Logan Paul qui s'affiche avec un Dracofeu sur un ring qui vaut 400 000 dollars, là, il y a de la valeur. hmm, Donc là, c'est la différence entre intrinsèquement, cette carte n'a pas de valeur, si ce n'est que c'est une œuvre d'art à la limite, mais d'un point de vue ou inverse. hmm. Enfin, bref, subjectivement, ça peut avoir de la valeur pour des personnes. C'est ça. Donc, par exemple, si je prends un exemple, moi j'aime bien le faire dans mes conférences, tu as une maison, en fait, ils veulent construire une autoroute en plein sur cette maison. Mhm. Et le vendeur veut pas. Donc, cette maison est en pleine campagne aujourd'hui, avant que l'autoroute arrive. Et elle vaut, on va dire, elle vaut 200 000 euros. Elle a une grosse valeur intrinsèque et une valeur un peu subjective parce que les gens qui vivent dedans, voilà, ont leur valeur sentimentale. Et du coup, ils veulent la garder. Ils la gardent, elle vaut 200 000. Moi, je veux rester là, j'ai mes petits champs à côté, je suis tranquille. Et l'État décide quand même de faire l'autoroute, mais autour, ils font l'autoroute et ils font deux routes qui contournent cette maison. Et du coup, les gens, ils se disent, oh, mais maintenant, on est dans la panade, parce que du coup, bah, nous, déjà, on n'est pas bien, donc on a envie de vendre, mais plus personne ne veut acheter, parce qu'il y a une deux fois quatre voies qui passent de part et d'autre. Et donc, grosse valeur intrinsèque, mais en gros, à vaut zéro, parce que personne n'en veut. Donc, c'est pour ça que la valeur intrinsèque peut valoir zéro, et à contrario, la valeur subjective peut valoir gros. Le Dogecoin, c'est la meilleure des explications. Le Dogecoin, c'est que de la valeur subjective, il n'y a aucune valeur intrinsèque, il n'y a pas de projet, il n'y a pas vraiment de gens qui travaillent dedans, il n'y a rien. Mais il y a une grosse valeur subjective parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas combien ça vaut de milliards, mais Dogecoin, c'est, il me semble, la neuvième plus grosse crypto au monde. D'accord, oui. Et donc, bon, Elon Musk est en train de rajouter des fondamentaux là en ce moment. Mais concrètement, ça n'a aucune valeur voilà, factuelle, mais pourtant, ça vaut beaucoup. Et ça, Puis c'est ça a été créé en assumant que ça ne valait strictement rien en plus. voilà. Donc, c'est que de la valeur subjective, Une le parodie Dogecoin. de crypto, mais qui ne retombe pas. C'est ça. Et donc, c'est pour ça que, comme ça casse un peu les idées que bah, parfois on dit les NFT ou les cryptos, ça vaut rien, c'est basé sur du vent. Mais ce que je viens de dire, du coup, ça répond à la question. Donc, il y a des cryptos qui ont de grands fondamentaux, comme par exemple le Binance Coin. C'est une grosse société qui a fait 1 milliard de bénéfices l'année dernière, qui a des centaines de milliers d'utilisateurs, qui a plein de salariés, qui a un outil qui aide des centaines de milliers de personnes. Ça n'a aucune valeur. Une grosse société comme ça, elle pourrait être cotée en bourse. Donc, ça a une grosse valeur fondamentale. Et du coup, quand on dit que les cryptos, ça vaut rien, bah déjà, c'est faux, juste avec cet exemple-là. Et en plus, après, il y a la valeur subjective. Par exemple, aujourd'hui, le Bitcoin, pourquoi il vaut ce prix-là? Bah, parce que les gens souhaitent l'acheter ou le vendre à ce prix, qui crée ce prix-là. Et après, il y a quand même des fondamentaux parce qu'il y a une preuve une preuve de travail qui est derrière avec des machines, etc. Et donc, c'est ce qui fait la valeur des choses. Une dernière question avant de passer à la conclusion. Qu'est-ce qui te ferait dire au sujet des NFT que ça ne vaut plus rien et que c'était juste spéculatif?
Alors, moi, je vis beaucoup dans le futur et j'essaie d'avoir l'esprit très ouvert pour pas laisser passer des opportunités. Parce qu'en fait, souvent, quand on connaît pas, on préfère dire non. Par exemple, les gens ils disent ah bah non, mais je le disais moi au début hein, pour les cryptos, je disais ah bah non, moi le Bitcoin ça sent la magouille et et je l'ai pas investi. Mais en fait, quand on n'a pas de connaissances, souvent on préfère pas y aller. Donc je reste ouvert dans l'hypothèse que ça peut faire, ça peut fonctionner, comme le métaverse, etc. Mais qu'il y a un gros risque, encore plus que celui des cryptos, parce qu'en plus euh, dans les NFT, on peut avoir un souci de liquidité. Moi, j'ai eu des NFT que j'ai achetés, bon, qui n'avaient pas trop de fondamentaux ni de valeur subjective. Et en fait, j'ai pas pu le revendre parce que personne n'en voulait. Alors qu'une crypto, il y a toujours la liquidité, on peut toujours la vendre, Oui. même si elle perd 70%, on peut la vendre. Que les NFT, il y a tellement peu de liquidité que tu peux acheter un truc 1000 balles, si personne veut te l'acheter, eh ben, bah, tu te retrouves avec ton NFT qui vaut zéro, du coup, si personne veut te l'acheter. Donc pour moi, pour répondre à la question, je garde dans cet esprit que c'est possible qu'il y ait une belle perspective. Je suis assez convaincu pour cette tokenisation que je disais tout à l'heure, pour le gaming. Pour moi, les NFT vont forcément arriver dans le gaming, mais personne ne remarquera qu'ils utilisent des NFT parce qu'en fait, les NFT, c'est une technologie. Les gens, ils s'en foutent de la technologie. La blockchain, Hmm. ils s'en fichent. Ils s'en foutent Le grand de... public le verra pas que c'est un Voilà. NFT. Donc, le moment où les gros jeux utiliseront cette technologie et que les gens Ah, pour des l'utiliseront sans même le achats dans savoir, le jeu, peut-être, non. voilà, ah bah, tout ce qui est item, tu Les vois, skins, les tu machins. achètes une armure, Ouais. un casque ou une combinaison, une voiture ou je ne sais quoi, bah, ça sera... GTA 6, ça va être la folie des NFT. Ou GTA Hein? 7, peut-être. Ah Ouais. voilà, oui, c'est ça. Voilà. Donc peut-être, et puis après, et c'est énorme parce que du coup, tu pourrais même, c'est même beaucoup plus loin les NFT, parce que tu pourrais même revendre, comment dire, ton évolution, ton niveau de jeu. Par exemple, si tu es au niveau 6, je sais pas, sur GTA, eh bien, tu pourrais théoriquement vendre cette valeur que tu as créée depuis des années à une autre personne. Ça vaut, je sais pas, moi, ça vaut 2000 parce que tu as passé des années dessus, ça vaut 2000. Au lieu de le jeter à la poubelle, eh ben, tu vends cette propriété, ce travail que tu as fait depuis des années. C'est énorme, je trouve, comme idée. Hmm. Et par exemple, tu as acheté une voiture sur GTA avec du vrai argent. Donc, tu as acheté une vraie voiture qui t'appartient. Tu pourrais la vendre sur un marché secondaire sous format NFT. Tac, tac. Et pourquoi Et format NFT plutôt que de simplement, je vais sur un forum, je dis c'est 2000 balles et je te transfère ma sauvegarde. oui, parce que en fait, là, t'es pas propriétaire. En fait, c'est un serveur qui possède l'info et t'es pas propriétaire. Alors que là, si tu as le NFT, et c'est mieux d'avoir un NFT parce qu'en fait, il crée un nombre de véhicules en circulation. Par exemple, ils vont faire 10 000 véhicules en circulation, toi, tu en posséderas un. Et ils peuvent pas en imprimer d'autres. Ouais. Donc, tu en possèdes un. Et c'est pas un serveur où ils disent il y a 10 000 voitures, au final, ils peuvent en imprimer comme ils veulent. Et ça fait comme la monnaie, au final, il y a une inflation, elle perd de la valeur. Bah là, tu as ta voiture, elle t'appartient bien, tu as la numéro 1032 et tu peux la vendre. Et ça c'est, moi, je trouve intéressant, c'est posséder vraiment, pareil pour les cryptos, posséder vraiment ce qu'on achète. Comme le play to earn, etc. Voilà. En parlant de play, on va faire non pas un play to earn, mais un play to play. Est-ce que tu connais le jeu du portrait chinois, Jonathan? Non. L'idée est Sauf simple, si. avec Meryl, on va te poser une série de questions du style si tu étais un animal, et le but c'est que tu répondes très rapidement. Tu peux justifier ou ne pas justifier. L'idée c'est qu'à travers des questions à l'apparence amusante, on puisse te découvrir sous un autre angle. Est-ce que tu es prêt à te soumettre à ce petit jeu? C'est drôle, j'espère que je vais pas dire de conneries. Faut pas Alors on va garantir. commencer par cette première question. Du coup, Jonathan, si tu étais un animal, lequel serais-tu? Alors, j'ai pensé écureuil et oiseau. Bon, écureuil, Un je pense écureuil parce volant. que. Hein? Un écureuil volant, du coup.
Oui, voilà, exactement. Un écureuil volant. Écureuil parce que moi j'aime bien mettre de côté et oiseau parce que bah, moi je suis assez libertarien forcément dans les crypto-monnaies, j'aime bien la liberté et donc bah, les deux vont bien ensemble. Si tu étais un film, Jonathan, Alors là, c'est compliqué. film ou série? Un film ou série? Hmm, un film que j'adore. Alors ça c'est plus compliqué. Ou un dessin animé. Oui, Quelqu'un. ou un dessin animé. Alors, faut que j'en trouve un. Clac. Ah, bah j'ai pensé à un truc. Euh, The Founder. Moi, j'ai le côté assez businessman. J'aime bien l'argent et donc éthique. Et donc The Founder, je sais pas si vous connaissez le fondateur. C'est le L'histoire documentaire avec Netflix McDonald's? sur McDo. Oui, exactement. Et j'ai adoré l'histoire. Et j'ai regardé encore récemment. Je sais pas si ça me ressemble, mais j'aime bien l'histoire. Ça marche. Si tu étais une personnalité vivante ou décédée. J'ai pensé comme ça instinctivement à James Bond, juste pour la classe et Ok. parce que je veux une Aston Martin. Si tu étais un livre de non-fiction, Un livre de non-fiction. Alors moi, je lis très peu, à part les livres audio. Euh, je pense à un livre maintenant tout de suite. C'est J'arrête de râler. Je sais pas qui l'a écrit, je l'ai écouté. C'était hyper passionnant et je me rendais compte que je faisais que de râler. Et en fait, c'est hyper intéressant d'écouter ou de lire ce livre. est-ce que tu as un conseil qui t'a marqué dans ce livre en particulier? Bah, c'est juste de prendre conscience qu'on râle tout le temps, H24. Enfin, moi, je sais pas vous, mais on n'en prend peut-être pas conscience, mais ça serait bien d'en prendre conscience parce que du coup, quand on en prend conscience, après, on met le doigt dessus et on peut l'éviter et on vit bien mieux. Intéressant. Euh, Si tu étais un NFT, Je l'attendais, j'en étais sûr. Si j'étais un NFT, ah bah j'en pense à un. Bon, c'est pas un conseil d'investissement parce que ça, c'est assez risqué, c'est vraiment un pari. Oh, je sais même plus le nom, mais ah oui, c'est Shiba Toshi, un truc comme ça. En fait, c'est le NFT officiel de Shiba Inu. C'est Et en fait, la le plupart des cheat par gens, excellence, ça. oui, le shitcoin par excellence, mais ils sont quand même 14e sur CoinMarketCap, donc ils ont quand même montré qu'ils savent faire. Et en fait, la plupart des gens ne savent pas qu'ils ont un NFT. Bon, ça coûte 500 ou 1000 balles, mais je me suis dit, je vais faire ce pari. Et en fait, il est mignon, le NFT, c'est un petit chien trop mignon. Et je sais pas si je suis mignon, mais, mais je sais pas, il me fait rire. Donc, j'aime bien. Si tu étais super. un super pouvoir, Un super pouvoir. Moi, j'aurais bien aimé changer les lois. Changer les lois, est-ce des qu'il y en a lois une plus qui te dérange en progrès. particulier? Super corrompu. Moi, il y a plein de lois qui me chagrinent. Super mafieux. C'est par exemple l'immobilier, quand le propriétaire de l'immobilier Les peut pas squatteurs. virer des Et non, squatteurs. ouais, Moi, ça me sort par les yeux. Il y a ouais, plein je de comprends. choses comme ça qui me sortent par les yeux, qui sont totalement pas cohérentes, et j'aimerais bien les changer. Je sais pas si c'est un super pouvoir. C'est vrai qu'il y C'est a un des fois, métier surtout. C'est un métier, mais je veux surtout pas ce métier. c'est vrai qu'il y a des lois qui sont absurdes. Par exemple, en 2023, en France, il est formellement interdit d'appeler son cochon Napoléon. C'est comme ça. Tu peux Ben, risquer une amende pour ça. ouais, ça vient d'un bouquin de George Orwell, ça. La ferme des animaux, il y a un cochon qui s'appelle Napoléon, qui est une parodie du coup. Donc c'est totalement inspiré de son bouquin. Ah, tu me renvoies à mes cours de première L. T'as fait littéraire aussi, Jonathan, non? Non, Pas du tout. Je sais pas pourquoi j'ai eu ce flash. J'ai eu le sentiment que tu avais fait littéraire alors que aucun non. rapport. Super.
Jonathan, si ce soir tu pouvais dîner avec n'importe qui sur Terre pour parler business, pour t'aider à avancer vers ton prochain objectif, tu peux choisir n'importe qui. Avec qui passes-tu la soirée? Hmm. J'ai pensé à deux personnes radicalement différentes. J'ai pensé à Warren Buffett parce que Dépêche-toi, hein. c'est bientôt l'heure. Bah parce qu'il m'impressionne quand même dans ses investissements. Il est un peu comme moi ou j'ai comme lui cette idée de vraiment long terme. Donc lui, il est encore plus radical là-dedans. Et j'ai pensé à ma mère. Je me suis dit, c'est bien de manger avec sa mère. Ouais. C'est vrai que c'est deux choix différents, effectivement. Oui, C'est intéressant sur Warren Buffett, je fais une petite parenthèse, c'est que tout le monde parle des investissements qu'il fait, de à quel point c'est un bon investisseur. Il n'y a quand même pas grand monde qui parle du fait que c'est surtout un homme extrêmement patient avec une vision long terme incroyable. c'est ça le plus dur en Le fait. plus La constant. plupart n'ont pas cette patience. Parce Alors, qu'il a vécu des moins 50% sur son portefeuille sans vendre. Justement, il rachetait. Il faut avoir les nerfs solides, hein. Et pendant ouais. des années, il a été en négatif. Euh, et aujourd'hui, c'est quand même l'un des investisseurs qui a le plus de succès si tu regardes ses fonds, où c'est pas un algorithme qui trade comme BlackRock, Renaissance Technologies ou autre. Lui, c'est vraiment lui qui fait ses investissements. Et ça, c'est assez rare. Hmm. Je crois qu'il a fait, il avait 25 ans, il me semble, quand il a fait 1 million. Si tu ajustes à l'inflation, c'est l'équivalent de 9 millions aujourd'hui. C'est quand même assez badass pour le coup. Oui, et c'est ça qui est beau, si tu regardes sa perspective, je crois qu'il a investi à 14 ans 5 000 $, et quasiment chaque année, ça prenait de la valeur. Et si tu fais ça de 14 ans à aujourd'hui, je sais pas, il doit avoir 90 ans, Ouais. c'est un peu moins, eh bien, et que tu fais ça toute ta vie, il y a un effet cumulé incroyable, et après, tu as des milliards, mais je crois que son premier milliard, c'était à 50 ans ou un truc comme ça. Ouais, vu que c'est une courbe exponentielle, il a dû arriver super tard, son milliard. Voilà, c'est exponentiel. Et moi, mon idée, c'est de faire ça avec mes placements. Et c'est là d'où l'intérêt de réinvestir ta thune pour les chercheurs qui veulent améliorer la longévité ou que sais-je. Parce que si tu vis jusqu'à 130 ans, t'imagines comme le compound que ça fait. Bon, bref, Mm. je vais peut-être un peu loin, mais la longévité, c'est un skill aussi. Dans ta formation, peut-être qu'il manque un module santé. C'est ça. J'ai pas pensé à ça quand même. J'ai pensé La à longévité. l'âge normal sans super pouvoir de longévité. Merci pour tes réponses, Jonathan. C'était un plaisir de t'avoir sur cet épisode. Évidemment, si vous voulez retrouver Jonathan, ses activités, notamment l'entreprise donc Fructify, vous avez le lien dans la description, vous vous en doutez, comme d'habitude. Vous pouvez retrouver Jonathan, je suppose, sur les réseaux sociaux. Tu as Bon, une chaîne oui, YouTube également. ma chaîne YouTube Fructify. Voilà, fantastique. Donc vous pourrez y faire un tour. Et si vous avez une question, une remarque, si vous avez bien apprécié ce format, laissez-le nous savoir en commentaire pour que voilà qu'on sache un petit peu la Oui. dynamique qu'il y a. En Je pourrais y tout cas, répondre aussi s'il y a des questions crypto sous la vidéo, par exemple. génial, génial. Voilà, n'hésitez pas, il n'y a pas de questions bêtes. Vous voyez, nous, on a posé une question qui n'était franchement pas, enfin, vraiment adaptée à des débutants et Jonathan nous a répondu avec simplicité et efficacité. Il en fera de même pour vous, donc n'hésitez pas si vous avez la moindre question. Puis Jonathan possède également des formations pour aller, pour creuser plus loin sur le sujet. En tout cas, bah, merci d'avoir été parmi nous, Jonathan, et puis au plaisir de te voir ailleurs. Bah, À très c'était un vite. plaisir en tout cas. Merci à vous deux. Ciao, Ciao. ciao! Ciao.